Bonjour, bonjour. Alors donc je vais faire une vidéo pour répondre à quelques internautes qui se posent la question générique de savoir, et maintenant on fait quoi? Évidemment en référence au second tour de nos élections. Alors, bon, je vais essayer de donner mon opinion et mes éléments de réflexion pour qu'on puisse voilà, s'aider les uns les autres à savoir quoi faire. Enfin, en ce qui me concerne, je sais quoi faire, je le dis tout de suite, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, je vais voter pour le Front National, très clairement, et d'ambiguïté. Mais ma démarche, elle est celle d'un échange, d'un dialogue, et puis surtout de construire un raisonnement solide. C'est pas du tout dans l'idée d'une bataille d'opinion qui me fatigue et m'intéresse absolument pas. Voilà, je suis comme tout un chacun, je veux le mieux pour mon pays, voilà. Donc les batailles d'opinion, les insultes, les énervements, ça m'intéresse pas. Voilà. Ok, donc ben, je vais commencer. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que, plus ou moins, qu'est-ce qu'est la situation dans laquelle on est et d'où elle vient. Alors bon, la première chose, bon, tout le monde l'aura compris, entre Macron et Le Pen, on a d'un côté une créature hein, du système qui est voilà, le fils virtuel de Hollande. Et de l'autre côté, on a le Front National qui est moi ce que j'appelle l'épouvantail de la République, c'est-à-dire qui sert depuis des décades à réunir, rassembler des fronts républicains pour recréer une unité, pseudo-unité de la République, qui s'appelle le, le bouc émissaire. Hein. C'est un principe très connu. Des tas d'anthropologues ont analysé ça depuis longtemps et c'est dans toutes les sociétés, on a besoin d'un bouc émissaire pour recréer l'unité et l'harmonie et l'homogénéité de la société. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je redis que peu importe l'opinion qu'on a du Front National et voilà, de Hollande et compagnie. La réalité, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que sur Macron, on a l'impression, et surtout pour les plus jeunes, que c'est une créature, Macron, fraîchement créée d'aujourd'hui. Or, c'est pas le cas. Bon, Macron, évidemment, lui, en tant que personne, il est tout frais. Mais en fait, ça fait longtemps que le système fonctionne avec des principes de, on va dire, de rapt de la République et de vol de la démocratie aux citoyens. Et il faut voir d'où ça vient. Ça vient quand même de relativement loin. Tout ça, ça a commencé avec Giscard d'Estaing. Alors, je ne vais pas faire d'histoire, sinon il y en a pour 3 heures. Mais enfin, il faut comprendre que depuis Giscard, c'est depuis Giscard d'Estaing que tout ce chemin se prépare et qu'on est en train d'affronter aujourd'hui eh ben, la réalité pure et dure, qui est que on peut penser que nous sommes à la dernière élection où nous avons la maîtrise de notre destin national. Voilà. Puisque une fois que Macron sera élu, et si on lit bien son projet entre les lignes, nous aurons un transfert quasiment total de nos pouvoirs de décision et que notre pouvoir politique sera transféré à celui de l'Union européenne et pour être plus précis, de la Commission européenne. Puisque tout le monde sait, enfin tout le monde ne sait pas forcément, mais en tout cas, l'Union européenne a été projetée comme une mécanique qui n'est absolument pas démocratique. Le Parlement européen, c'est voilà, c'est du théâtre. Voilà. Il y a jusque peu, il n'avait même pas le droit de proposer des lois. D'accord? Il n'avait que le pouvoir d'accepter ou de refuser les lois que la Commission lui proposait. Et encore, s'il n'acceptait pas, la Commission avait le droit, par décret, genre 49.3, de faire passer les propositions qu'il lui présentait. Donc c'est pour vous dire le degré
de démocratie dans lequel on est. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la situation dans laquelle on est fait naître fait surgir deux forces politiques très nettement et une situation inhabituelle. C'est ce qui explique, à mon avis, tout votre questionnement et la difficulté que vous avez à vous orienter sur un choix clair. Ces élections sont inhabituelles parce qu'elles ont fait surgir quatre forces, quatre partis, à force quasiment égale, hein, donc les Républicains, Macron, Mélenchon et Le Pen. On peut dire qu'ils sont à peu près à des niveaux équivalents. Et ceux qui restent, donc Le Pen et Macron, en fait, ne sont pas représentatifs à eux seuls des forces réelles, peu importe les pourcentages, des forces réelles politiques de ce pays. Et la grande question, c'est de comprendre qu'est-ce que ça implique. Alors, clairement, c'est un morcellement et une division totale du pays. Et ça, c'est une chose très très importante. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont dans l'embarras pour choisir. Et évidemment, il faut savoir catégoriser ses forces. Alors, je ne vais pas passer mon temps à catégoriser Macron. Je crois que tout le monde a compris que c'est, pour moi, je l'appelle le fils du diable, lui. Voilà. Donc lui, je ne vais pas m'attarder. Il me semble évident que lui, c'est pas un choix. Et de toute façon, ma vidéo ne s'adresse pas aux gens qui voteront pour lui. Ça s'adresse aux gens qui hésitent, ne savent pas comment se comporter électoralement. Donc, il nous reste à analyser Le Pen et Mélenchon, puisque les Républicains, tout le monde sait ce que c'est la droite traditionnelle de la France depuis Giscard. Voilà, je ne vais pas non plus m'étaler sur le triste curriculum vitae des Républicains, UMP et compagnie. Donc, on peut dire que d'un côté, on a le Front National qui est diabolisé depuis 40 ans et qui sert d'épouvantail, comme je l'ai dit. Il sert d'épouvantail pour repousser tous les questionnements profonds de la société française, qui sont d'une manière générale, quelle est la place de la France dans le monde, la question de l'immigration et donc de l'ouverture, quel type d'ouverture on choisit, et non pas la fermeture, comme tout le monde veut le dire. C'est le contraire, c'est-à-dire qu'on peut choisir des tas de types d'ouverture. D'accord ? Évidemment, le système renverse la vapeur et nous parle de fermeture. Mais ce n'est pas de fermeture dont on parle, c'est de type d'ouverture. De la question d'identité, c'est quoi être français au XXIe siècle ? C'est quoi une nation au XXIe siècle ? Évidemment que c'est pas être français au XVIIIe siècle ou au XXIe siècle, c'est pas la même chose. Une nation au XVIIIe siècle et au XXIe siècle, c'est pas la même chose. Mais par contre, il y a des constantes. Et il faut comprendre où est-ce que ces concepts construisent la notion de société, de peuple et de démocratie possible. Hein. C'est-à-dire démocratie, c'est-à-dire c'est comment le peuple arrive à s'organiser en société selon des concepts qui, a priori, émaneraient de son corps, hein, c'est-à-dire donc de son identité aussi. Alors, le Front National, hein, il regroupe quel type d'électorat? Alors, il regroupe indéniablement un électorat prolétaire, pour une grande part, et une petite classe, la petite classe moyenne, enfin la classe moyenne, dite de droite, qui en général va de la droite souverainiste, hein, qui est traditionnellement ce qu'était la droite de Seguin, voilà, à une droite plus... Bon, en fait, toute la variété de la droite française qui va jusqu'à la droite nationale. Et je dis droite nationale parce que je ne parle pas d'extrême droite, parce que pour moi, l'extrême droite n'existe pas en France. Ou si elle existe, c'est vraiment des choses anodines dont on ne parle jamais. On ne sait même pas d'ailleurs qui voilà.
qui adhèrent à ça. Donc je le dis tout de suite, pour moi le Front National n'est pas extrême droite, je reviendrai dessus, savoir comment on pourrait catégoriser le Front National, mais pour moi ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Pour faire rapide, l'extrême droite est antidémocratique, est militariste, et pour le despotisme. Voilà, je ne pense pas que le Front National, à quelque moment que ce soit, puisse être associé à ce genre d'image de marque. Voilà. Alors, de l'autre côté, les Insoumis, c'est Mélenchon. C'est un parti extrêmement jeune, qui est évidemment porté par quelqu'un qui est tout sauf jeune, qui est un vieux de la vieille, qui a bouffé au râtelier de la République à tous les étages, hein, donc socialiste dans tous ces états, donc les gens qui ont trahi la France depuis des décennies, et qui donc a fait sécession avec le Parti socialiste, et qui s'est autonomisé en créant donc ce parti des Insoumis. Il faut dire qu'au ses débuts, Mélenchon, c'était un trotskiste, il a toujours été anticommuniste. Hein. C'est important parce que ça explique plein de choses, y compris dans ses contradictions. Et l'électorat, c'est quoi? C'est aussi, pour une partie du prolétariat, et pour l'autre part, une classe moyenne, mais là plutôt de gauche. Alors, comme de l'autre côté, chez Le Pen, la droite dans tous ces États, là c'est un peu pareil, quoi. Ça va des anciens communistes aux radicaux de gauche, voilà. Bon, enfin bref. Et évidemment, il n'y a pas d'extrême gauche, puisque il se retrouve plutôt chez Poutou et Artaud. Il faut pourtant se rappeler que fondamentalement, idéologiquement, Mélenchon est trotskiste, donc il est extrême gauche. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, après, on peut essayer de se poser une autre question, une fois qu'on a défini un peu tout ça. C'est quel est le problème que vous avez? Le problème que vous avez, c'est que pour la plupart, vous avez tous voté pour Mélenchon, et que vous ne savez pas comment vous comporter, hormis le fait que voter Macron, a priori, c'est pas une option pour vous. Et alors donc, qu'est-ce qui ferait que... quelles sont les options qui se présentent à vous? Donc, a priori, elles sont claires. Ou l'abstention, ou le vote blanc, ou le vote pour Le Pen. Alors, je ne vais pas m'étaler sur l'abstention et le vote blanc. Moi, je prétends que l'abstention, elle va favoriser Le Pen. Mais je peux me tromper. Je ne vais pas m'étaler, vous expliquer pourquoi. J'ai fait une petite vidéo en expliquant ça, pourquoi, à mon avis, l'abstention va bénéficier à Le Pen, mais bon, vous pouvez la voir sur mon canal, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais plutôt m'étaler sur le fait de pourquoi, à mon avis, ça vaut le coup de voter pour le Front National, et pourquoi c'est logique, surtout. Voilà. Alors, la première chose, c'est que, à mon avis... alors là, je regarde un petit peu mes notes pour ne pas me mélanger. Oui, alors, d'un point de vue idéologique, et donc en référence au programme du FN et des Insoumis, il me paraît évident qu'il y a une communauté idéologique claire et il y a des grosses différences. Alors, cette communauté idéologique, elle est d'une part sur le programme social, donc ce qu'on appelle un programme social populaire, en gros, qui essaye de limiter la casse, qui essaye de favoriser les couches les plus basses de la société et qui essaye de favoriser une économie des petites et moyennes entreprises en
en contradiction avec une économie qui ne bénéficierait qu'aux grands monopoles et aux multinationales. Ça, c'est une chose. Et c'est la principale chose qui réunit, qui est compatible, hein, politiquement et idéologiquement compatible entre les deux programmes. Les grosses différences, alors non, il y a une autre chose qui est extrêmement compatible, mais sous des formes différentes, c'est l'antimondialisme. Voilà. Alors d'un côté, il y a un antimondialisme que moi j'appellerais, on va dire, patriote ou national, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire, et de l'autre côté il y a un antimondialisme qui est gauchisant, humaniste, enfin je ne sais pas, voilà. Donc c'est-à-dire que d'un côté, ce qui s'oppose au mondialisme dans le Front National, c'est la nation et le patriotisme et la volonté de garder une identité et de défendre le concept de nation, et de l'autre côté chez Mélenchon, ce que l'on oppose au mondialisme, c'est un autre type de mondialisme inspiré de l'internationalisme, de l'international communiste, on va dire. Hein. Et donc, pour s'opposer à celui-ci, on se concentre aussi sur le côté social, c'est-à-dire que le côté social du programme de Mélenchon, il a deux objectifs. Il a le bien-être du peuple, hein. Bon, je vais résumer, je fais des choses grossières, mais son deuxième objectif est de s'opposer au mondialisme. Alors que chez Le Pen, ce qui s'oppose au mondialisme, c'est l'idée d'une identité nationale et du fait qu'il faille, face au mondialisme, préserver les concepts de peuple, de culture et d'identité. Voilà. Ces choses-là, bien que différentes, pour moi, ne s'opposent pas. Elles se complètent. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer aux oppositions. Les oppositions sont sur l'émigration, évidemment. Jean-Luc Mélenchon est moi, ce que j'appelle un émigrationniste forcené, c'est-à-dire qu'il ouvre les portes à tous les vents, il régularise les clandestins, les travailleurs clandestins, il est prêt à donner la nationalité automatique à toute personne résidant sur le territoire au bout de 5 ans, tout enfant né sur le territoire est français, donc je ne sais pas, n'importe quelle personne, enfin n'importe quelle femme qui accoucherait sur le territoire, son enfant est français, donc par voie de conséquence derrière, on imagine tout ce qui se passe. Enfin bon, bref, c'est toutes ces choses-là. Et Mélenchon est un grand partisan de ce qu'on appelle le projet de l'Euro-Maghreb, c'est-à-dire créer une entité entre le Maghreb et l'Europe. Donc il ne veut pas réduire l'immigration et même il est prêt à l'accélérer. Au contraire, Marine Le Pen, c'est le contraire total. C'est-à-dire que elle veut réduire l'émigration à un solde de 10 000, c'est-à-dire que ça équivaudra à peu près à 110 000 entrées par an, au lieu de 230 000 aujourd'hui. Hein. Parce que dans ces 110 000, il y a à peu près 70 000 étudiants qui, eux, continueront à pouvoir venir entrer et à faire leurs études ici. Et il restera encore à peu près 30 000 personnes qui viendront pour des raisons professionnelles, enfin bon, bref. Mais de personnes qui resteront sur le territoire, hormis les étudiants, ce sera 10 000. Voilà. Donc ça, c'est une très grosse opposition entre les deux. Et il y a une autre, on va dire, une autre opposition. En vérité, c'est pas vraiment une opposition, c'est une différence. C'est peut-être comme ça que je devrais la catégoriser. C'est sur le rôle de l'État. Hein. Le rôle de l'État pour le Front National, c'est ce qu'on appelle l'État stratège. C'est un État dans la tradition gaulliste, hein, ou bonapartiste si on veut. Hein, bonapartiste, gaulliste, c'est la même chose. Voilà, bon. Donc en France, nous, c'est notre modèle étatique depuis tout le temps, depuis la Révolution française. C'était toujours comme ça qu'on a fonctionné, donc c'est rien de nouveau. Mélenchon, lui, avec l'idée de sa 6e République,
il va contre ça. C'est pas forcément en contradiction, mais c'est une grosse différence, et de mon point de vue, c'est très dangereux. Alors par contre, il y a aussi quelque chose de commun entre les deux programmes, c'est la volonté d'ouvrir la démocratie à la démocratie participative, c'est-à-dire que le peuple puisse rentrer beaucoup plus dans le fonctionnement de la démocratie, puisque Marine Le Pen propose immédiatement, dès qu'elle arrive, d'instituer la proportionnelle et le référendum d'initiative populaire. Voilà. Mélenchon propose aussi, mais il propose d'aller plus loin en instituant, faisant une constituante et poser la 6e République. Voilà. Donc, voilà. Et il y a une autre grosse différence qui est aussi, qui vaut la peine d'être nommée, qui est que Mélenchon est résolument pour la mise en branle d'un gros programme d'écologie, de transition énergétique écologique, alors que Le Pen, de ce côté-là, elle est un peu faiblarde, et que sur la transition énergétique, elle a fait un autre choix, qui est de ne pas abandonner le nucléaire, en tout cas pas immédiatement, et de pousser la recherche sur la transition énergétique sans laisser tomber le nucléaire et en appuyant énormément sur l'hydrogène, sur tout ce qui est hydrogène. Voilà. La production d'énergie à travers l'hydrogène. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'on voit bien qu'il y a des grosses passerelles. Il y a quelques oppositions très fortes qui, à mon avis, de mon point de vue, c'est essentiellement l'émigration, que le système que Mélenchon utilise beaucoup, hein, mais à mon avis de manière malhonnête, pose comme si l'enjeu c'était l'ouverture sur le monde de la France, le racisme, la xénophobie, alors que c'est une conception, premièrement c'est une conception complètement différente de la France dans l'urgence du programme politique dont elle a besoin, et c'est un constat totalement différent. C'est-à-dire que de mon point de vue, Mélenchon est un mondialiste social-démocrate. Bon, moi je vais faire une vidéo sur Mélenchon, je suis très très critique, hein, je ne le cache pas, je suis très très critique vis-à-vis de Mélenchon. Pour moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais mon objectif là, c'est d'avoir une vision objective et pacifiée de la situation. Et donc, d'un côté, le Front National pense, lui, qu'il faut vraiment régler d'urgence des problèmes qu'on a en France de sécurité, d'émigration, d'identité nationale, et alors que Mélenchon, lui, il n'y croit pas du tout à ça, il pense que ça va tout très bien, et que les problèmes, on les réglera d'une autre façon. Et bon, franchement, moi jusqu'à présent, je n'ai pas compris comment il pensait régler ces problèmes. Voilà, enfin, c'est la vieille idée que tous les problèmes sont issus des conflits sociaux. Et pour eux, pour Mélenchon, en fait, c'est ça la grosse différence. C'est l'idée que tout vient des conflits sociaux, toutes les sources de problèmes viennent des conflits sociaux. Donc c'est vraiment une pensée marxiste. Et de l'autre côté du Front National, c'est plutôt une pensée que une partie des problèmes vient d'orientation de l'histoire, et qu'il faut prendre des décisions historiques sur la survie de la nation. Voilà. Et pas que la notion de survie, hein, sur la vie de la nation. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, et je crois que j'ai dit déjà beaucoup de choses, on peut essayer de dire, j'ai peut-être quelques petites choses à dire en plus sur... mais je vais les dire après, en fait, pardon, excusez-moi. Donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de là, avec cette masse de renseignements que je viens de donner. C'est quoi les possibilités qu'on a et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, pour ça, on peut se poser la question de savoir, puisque c'est la grosse question que le système met pour tout bloquer, c'est est-ce que voter pour le Front National, c'est dangereux?
Alors on va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui ferait que voter pour le Front National serait dangereux? Alors les arguments, c'est toujours le Front National n'est pas un parti républicain, il n'est pas démocratique et il va instituer une dictature. En gros, c'est ça. Alors moi, je réponds, et je défie à quiconque de répondre le contraire. Le Front National est un parti républicain, démocratique, il le prouve depuis le début. Ça fait 40 ans que le Front National existe. Il n'a jamais, on ne l'a jamais pris en train de comploter quoi que ce soit, en train de faire des attentats, en train d'essayer de faire des coups d'État, en train de, voilà, je sais pas, enfin le propre de partis extrémistes prêts à tout pour instituer une dictature, et on a des exemples notoires dans l'histoire, que ce soit à travers l'Allemagne hitlérienne ou la révolution bolchevique, ou enfin bref. Il y a toujours une force armée derrière. Le Front National n'a pas de milice, n'a pas de force armée, n'a rien. Voilà, rien. Par contre, de l'autre côté, on a les brigades Antifa, ça choque personne. Hein. Ça choque personne. D'ailleurs, on les voit, ils sont en action aujourd'hui. Mais du côté du Front National, il n'y a jamais eu ça. Voilà. On n'a jamais pris le Front National en défaut de violation des lois de la République. Jamais. Jamais. Le Front National propose dans son programme la proportionnelle et le référendum d'initiative populaire. Quoi de plus démocrate que ça? Le Front National a depuis 40 ans, maintenant aujourd'hui, hein, par exemple, il représente, les politologues sont tous d'accord là-dessus, entre 25 et 30% de l'opinion publique, ce qui est énorme. Hein. On n'a jamais pris le Front National en train d'essayer de jouer avec ce potentiel, cette masse humaine, pour menacer de quelque manière que ce soit la République ou faire des opérations de chantage. Mieux que ça, ces 30% de Français ne sont à peine représentés que par 2 députés et un sénateur, d'accord? Et ce depuis décades. Hein. Et ils ont toujours supporté ça en beaux joueurs, d'accord, alors que c'est un défaut de démocratie et c'est un flagrant défaut de manque de démocratie contre un gros quart, un petit tiers de la population française. Donc, s'il y avait à avoir un doute à ce propos, je pense qu'il est éliminé et que même on prouve que c'est le contraire, c'est le système qui est antidémocrate contre la force que le Front National représente, au prétexte fallacieux qu'il serait un danger pour la République. Qui peut encore croire ça? J'ajouterais que si le Front National vient au pouvoir, quels moyens aurait-il d'instituer une dictature? Aucun. Aucun, puisqu'on est encore dans une République où les grands corps d'État, la police, l'administration, l'armée ont toujours été légalistes, c'est-à-dire respectuant la République, la loi, la Constitution républicaine, et que surtout on imagine qu'il se ferait virer au bout de 10 minutes. D'ailleurs, on n'entend parler que de ça, je vous fais remarquer, ce qui prouve que dans votre inconscient, vous avez bien compris que le Front National n'était pas un parti qui pouvait instituer une dictature. On entend ça toute la journée, c'est « Ah, si le Front National passe, on va foutre la merde et on va le virer ». Et d'ailleurs, dans le raisonnement de l'internaute auquel je réponds, Romain, oui, alors donc je reprends après petite coupure. Donc oui, je disais, et d'ailleurs, en faisant cette vidéo en réponse à l'internaute Romain, dans ton propre raisonnement, tu te dis, tu envisages le fait de pouvoir voter pour le FN et ensuite de saboter son gouvernement pour le combattre et donc l'empêcher de rester au pouvoir. Et donc ça veut dire qu'inconsciemment, tu as bien intégré l'information que le Front National ne peut rester au pouvoir que si le peuple l'accepte. Si le peuple ne l'accepte pas, il n'y restera pas. Et donc tu as bien intégré inconsciemment que le Front National n'a ni l'intention, ni les capacités, ce qui est sans doute ce qui est le plus important, d'instituer une dictature.
J'ajouterais à ce titre-là que on n'a jamais vu le Front National, représentant une masse de 25 à 30% de l'opinion publique, mobiliser cette masse dans la rue pour imposer quoi que ce soit. Par contre, de l'autre côté, on a l'habitude, et d'ailleurs on vient de voir Mélenchon proposer de bloquer le pays. Bon, deux poids, deux mesures. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit dès le début, mon objectif n'est pas de rentrer dans des polémiques, mais je cherche à rétablir une image la plus objective et la plus juste possible. Voilà. Mon objectif, c'est pas de créer des oppositions, c'est le contraire. C'est de créer des unions possibles, des passerelles possibles, et surtout des images réalistes et objectives de la situation et des acteurs en jeu dans cette situation. Voilà. Bon, qu'est-ce qui pourrait faire encore que le Front National soit dangereux? Alors, on pourrait nous opposer la question de la sécurité, étant donné que nous sommes dans une période très compliquée à cause du terrorisme, à cause d'une délinquance endémique, et d'une tension si forte que l'on peut craindre des événements de conflits intrapopulation française. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas l'objet, mais enfin, tout le monde ressent et sait qu'il y a toujours, la moindre chose peut mettre le feu aux poudres. Bon. Et donc, dans cette situation, dans cet état, on pourrait dire, ah, le Front National promet de réinstituer une sécurité et de lutter contre le terrorisme. Il pourrait utiliser ça pour, encore une fois, pour instaurer un régime de fer, voilà. Et or, ça aussi, ça n'a pas de sens, puisqu'on voit bien que, d'abord, je ne reviens pas sur les arguments précédents, le Front National n'a pas de capacité d'instituer une réelle dictature, ni n'en a l'intention, mais surtout, le plus grand danger que la France encourt, c'est la remise en question de son État et la destruction de ses institutions par des troubles si forts que l'État français et ses institutions explosent. Et donc là, on voit bien que nous avons une cohérence politique sur ce plan-là, c'est que le plus grand danger que court la France, est ciblé sur son État, que ce soit à travers les européistes, les mondialistes, qui cherchent à tout prix à en démanteler les institutions, en opérant des transferts de pouvoir politique de la nation vers l'Union européenne, en attaquant l'État à travers les traités du TAFTA et du CETA, que je précise bien, Marine Le Pen aussi refuse de signer, tout comme Mélenchon. On voit bien que c'est toujours l'État l'objet des attaques. Et c'est par là que la France peut être détruite. D'accord ? Et donc, il paraît évident que c'est un argument fallacieux, puisqu'il est très important d'avoir une France sûre, en sécurité, pour défendre justement le bien commun qui est l'État. Voilà. Bon, voilà. Alors, donc, je pense avoir répondu à la question du Front National. Est-ce que le Front National est un danger ? Non, pour deux raisons. C'est qu'il est, par sa propre nature, il ne l'est pas. Il n'est pas un danger. Par ses propres intentions, il ne l'est pas. Et en plus, même s'il voulait l'être, le peuple français aurait les moyens de destituer le Front National. Je veux d'ailleurs rappeler encore un argument en plus, c'est que si jamais le Front National avait l'idée qu'il n'a pas, je répète, d'instituer une dictature, il serait immédiatement confronté à des forces internationales, armées, de l'Europe, des États-Unis. Personne ne pourrait avoir l'idée en France d'instituer une dictature à travers un gouvernement. C'est impossible. Voilà.
Par contre, je tiens à le rappeler, il est fort possible qu'à travers des transferts de pouvoir politique de la nation vers l'Union européenne, on ait la possibilité d'établir une dictature policière et même armée, puisque ça fait même partie des projets de créer une police européenne, et qu'on a eu il y a 3 ou 4 ans de nouveaux décrets dans la Constitution européenne qui autorisaient l'armée européenne à tirer à balles réelles si on considérait que les institutions de l'Union européenne étaient en danger. L'État européen était en danger. Et ça, c'était arrivé. Oui, alors il y a un autre aspect qu'on pourrait évoquer sur l'éventuelle méfiance qu'inspirerait la venue du Front National au pouvoir, c'est à savoir, est-ce qu'il serait capable de gouverner, puisque donc, bon, ils n'ont jamais été au pouvoir, et donc ce qu'on pourrait répondre, c'est que, bon, fort heureusement, nous vivons dans un pays où il y a un appareil d'État très fort, très puissant, avec une administration, une haute administration très forte, et que donc a priori élire un président et donc une équipe ministérielle, c'est plus élire des gens qui prennent une décision sur la base de programmes que de gens qui savent gérer l'appareil d'État. Bon, évidemment, il ne faut pas être complètement débile, mais il me semble que c'est pas un problème majeur de mon point de vue. Bon, voilà, après, chacun évalue les compétences du Front National comme il le voit. Il y a plusieurs façons, plusieurs angles d'attaque pour les évaluer, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais disons que c'est bon. Voilà, c'était un peu la réponse que je voulais donner, c'est qu'on a une haute administration, une administration tout court, un État qui est un État qui est très fort, donc c'est une machine qui marche, quoi. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on devrait dire aussi, mais alors on fait quoi? Très bien, mais alors et après, une fois qu'on aurait voté, par exemple Le Pen, ou une fois qu'on se serait abstenu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les conséquences de ça pour les 5 ans à venir? Alors, en ce qui concerne, si c'est Macron qui passe, je l'ai déjà dit, vous le savez tous, je pense pour la plupart, c'est une véritable catastrophe et ce sera irrémédiable, irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On ne récupérera pas nos pouvoirs, on ne récupérera pas notre démocratie, notre pays sera démantelé. Vous savez tous ça, j'imagine, que le projet de l'Europe, c'est de démanteler les nations en grandes régions. Hein. Voilà, donc informez-vous, je ne peux pas faire une conférence là-dessus, c'est pas possible. Je peux ne parler que voilà, d'une ligne que je me suis fixée, qui est quelle serait la conséquence si Le Pen passait, d'accord? Et à ce moment-là, moi, je vais vous expliquer mon point de vue. Et en réponse à Romain, si vous pensez voter Le Pen pour rentrer dans un jeu stratégique politique, pour faire battre Macron et après détruire le gouvernement Le Pen, c'est un raisonnement suicidaire, extrêmement dangereux et qui n'aura comme résultat que de vous saboter vous-même et de donner la victoire totale sur un plateau au camp de Macron. Je m'explique en détail. Si vous votez pour le FN, il faut être très clair, hein, c'est important, parce que si on n'est pas clair, on fait des bêtises, ou alors on fait des choses qu'on ne comprend pas. Voter FN, ça veut dire être prêt à au moins supporter tranquillement ce gouvernement. Ça ne veut pas dire ne pas faire son rôle de citoyen, voter pour ses convictions. Enfin voilà, il ne s'agit pas de rester. Voilà.
Mais il faudra lui donner un minimum de soutien pour que son gouvernement soit au minimum, on va dire, un succès moyen. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas voter FN en espérant que ce soit un échec, parce que l'échec du FN, ce sera l'échec du pays. Voilà. Et ça, l'échec du pays, après, je le répète, avec le background qu'on a, hein, l'échec du pays, ça fait, c'est Sarkozy 1, Hollande 2, et ça ne peut pas être 3. Si c'est 3, le pays est perdu. On ne le retrouvera pas, et on aura certainement d'ailleurs des événements si graves, et donc évidemment je pense à des émeutes, une guerre civile larvée, ou peut-être même pas larvée, enfin des éléments si graves, des événements si graves que nous n'aurons plus le contrôle de notre propre pays. Quelqu'un prendra le contrôle du pays à notre place. Si le gouvernement qui vient est un échec, ce sera foutu pour notre pays. Voilà. Je tiens à dire d'ailleurs que si Macron passe et que c'est un échec, ce sera la même chose. Sauf que eux, ceux qui prendront le pouvoir, ce sera ceux du camp de Macron. C'est-à-dire que c'est, voilà, en votant pour Le Pen et en faisant en sorte que son gouvernement, qu'elle puisse gouverner, pas l'empêcher de gouverner, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de faire le jeu républicain, démocratique, voilà, personne n'est obligé à rien, mais en ne l'empêchant pas de gouverner et en jouant un jeu démocratique honnête, c'est-à-dire s'il y a des choses qui vous conviennent, les accepter, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ne pas les accepter dans le cadre du jeu démocratique, sans foutre la merde. Hein. Et si ça ne c'est pas un échec, alors c'est la chance que nous avons, l'unique chance que nous avons d'échapper au pouvoir des mondialistes. C'est-à-dire qu'il faut être très clair. Hein. Il n'y a pas de possibilité de faire « Ah, je fais ça, je suis un gros malin et hop, après je saccage le pouvoir. » Non, là vous saccagez votre pays et vous redonnez le pouvoir immédiatement aux européistes, à ceux contre qui vous vous battez et à ceux contre qui vous aviez fait votre petit coup de gros malin. Il n'y a pas de coup de gros malin. Si vous faites quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout. Voilà. Je pense que mon discours est super honnête, super clair. Et de mon point de vue, les gens qui s'abstiennent, si Le Pen passe, doivent avoir la même attitude. C'est-à-dire qu'on doit avoir une attitude d'éthique républicaine. Voilà. Et c'est très important parce que, et là j'arriverai à la deuxième phase de mon raisonnement, nous sommes incités toute la journée, Mélenchon en fait partie, hein, à avoir des comportements inspirés de la Révolution racontés par l'histoire officielle, d'accord ? Malheureusement, en France, nous avons une idée totalement erronée de la véritable histoire de la Révolution française, mais peu importe. Faire la révolution, c'est très, 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 très grave. C'est un truc, c'est pas de la rigolade. Qu'elle soit armée, citoyenne, ce que vous voulez, c'est ce qu'il y a de plus extrême. Voilà. Et donc, qui s'abstient ou qui vote pour Le Pen devra, si Le Pen passe, respecter son choix et respecter l'éthique républicaine, c'est-à-dire ne pas massacrer et saccager le gouvernement de Le Pen et l'empêcher de passer. Sinon, il joue contre lui-même. Je le répète, le prochain gouvernement, si c'est un échec, c'est l'échec du pays. Et si c'est Le Pen, eh bien, vous donnez le pouvoir aux européistes. Et si c'est Macron, de toute façon, il ne changera pas de main. Voilà. Donc j'ai conclu sur ce premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est que pour comprendre pourquoi c'est l'éthique républicaine qui est la plus importante, c'est que la situation dans laquelle nous sommes, ou comme je l'ai dit au début, nous sommes dans une situation de division extrême du peuple français, de morcellement de l'opinion publique,
et de morcellement, je dirais même quasiment ethnique, puisqu'on le voit, la question de l'identité qui n'est jamais abordée avec calme et objectivité parle de division d'ordre ethnico-culturel, même si la question du contrat politique est par la République, par les institutions républicaines réglée, je dirais, idéologiquement, contractuellement, c'est-à-dire qu'un Français, c'est un Français. Mais sur la profondeur du fond, hein, sur le champ profond analytique des forces en présence, hein, personne n'a les couilles d'aborder ce problème calmement, sereinement, et d'en voir la réalité. Et de mon point de vue, il est indispensable de l'aborder en ayant le cadre républicain comme espace de débat, mais en n'ayant pas peur de l'aborder. Et c'est un des grands défauts de cette période historique que nous passons depuis 30 ou 40 ans, c'est que personne n'a eu les couilles d'aborder ce problème. Et à mon avis, si on ne l'aborde pas, on se plantera et on donnera le pouvoir à ceux que nous combattons. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une chose évidente, qu'on soit Front National ou pas, Front National ou Insoumis, nous avons les mêmes ennemis. Voilà. Et donc, ce qui compte, c'est l'éthique républicaine. Et pourquoi ? Parce que, comme notre pays est extrêmement divisé, l'important, c'est d'arriver à le réunifier. Or, la plupart des gens font une erreur fondamentale d'analyse en pensant qu'ils le réunifieront à travers des appareils politiques ou des idéologies politiques servies, prêtes à utiliser clé en main. Voilà. Je m'explique. De mon point de vue, et c'est le motif pour lequel je vous ai fait tout cet exposé préliminaire, il y a de grosses passerelles entre le Front National, les électeurs du Front National, et ceux de Mélenchon, comme il y en a des grosses entre les Républicains et le Front National. Voilà. Et donc, l'enjeu n'est pas de faire des accords politiques à travers les appareils politiques. L'enjeu ne serait pas de réussir à réunir ces 2 ou 3 partis en un seul pour arriver à créer une union populaire officielle. Non, c'est pas ça. L'enjeu, il est d'arriver à créer des alliances populaires idéologiques, voilà, conscientes, mais pas en termes politiques. C'est-à-dire que, à mon avis, les gros enjeux, c'est de s'entendre. Évidemment, ça prend du temps, c'est pas du lendemain, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est en route parce qu'on le voit bien. Les questions, par exemple, de plus de démocratie, les questions de plus d'écologie, les questions d'un État, d'une économie plus sociale et solidaire, les questions d'un antimondialisme qui ne soit pas évidemment un truc du village d'Astérix, mais les gens qui caricaturent la politique du Front National de cette façon-là, c'est malhonnête, c'est débile. On voit bien que tous ces sujets sont communs et génèrent des productions d'idées, de début d'utopie, tout ça. Et donc, en fait, le grand enjeu, c'est ça. Et c'est de créer une masse populaire qui, petit à petit, ait le temps de produire ces utopies. Or, la seule façon de le faire, c'est le calme, la paix républicaine et l'exercice de la démocratie dans la paix. Or, la seule chose qui garantisse cette paix républicaine, c'est la possibilité d'exercer un gouvernement dans la paix. Voilà. Et donc, moi, je prétends que comme ces choses-là, c'est l'histoire, l'histoire est lente, le rythme de l'histoire est lent. C'est pour ça que je suis tout le temps révolté contre les démagogues qui prétendent que tout se fait
comme ça, ah voilà, c'est parce que les gens s'enthousiasment, mais ça marche pas comme ça. C'est lent. Donc ça sert à rien de vouloir forcer l'histoire, ça sert à rien d'embringuer les gens dans des grands élans d'enthousiasme remplis de démagogie en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes, parce que ça se termine toujours en catastrophe. Voilà. C'est comme par exemple Asselineau. Bon, Asselineau, peu importe ce que les gens pensent, bon, moi je trouve que ses idées sont tout à fait respectables, il y a beaucoup de choses que je trouve très bien, mais politiquement, le type pour moi, il est à l'ouest parce qu'il pensait pouvoir être possible, créer quelque chose en hop, et ça c'est de la démagogie. Et ça oblige les gens, ceux qui pensent qu'ils peuvent arriver facilement au pouvoir en 2 temps, 3 mouvements, ça les oblige à la démagogie, ça les oblige à mentir. Voilà. Et donc ça oblige Asselineau à rentrer dans le jeu de Front National, anti-républicain, extrémiste, et tout ça, voilà. Ça c'est de la démagogie. Mélenchon, il rentre dans ces trucs-là. Et donc, à mon avis, c'est une erreur. L'histoire est lente, il faut lui donner le temps. Et la meilleure façon qu'on a de nous, en tant que peuple, combattre ceux qui veulent nous nuire, ceux qui veulent détruire notre pays, détruire notre nation et détruire notre peuple, quelles que soient nos tendances, c'est au contraire d'opposer au mondialisme, aux multinationales et à ceux qui essayent de faire en sorte que les pouvoirs politiques soient transférés aux institutions internationales, c'est-à-dire les multinationales, le pouvoir du fric, c'est de leur opposer une solidité républicaine absolue et de leur imposer le temps républicain, le temps du peuple, le temps de la nation et le temps de notre histoire, l'histoire de notre peuple, de nous, à nous, à nous. Et ça se fait que dans le respect des institutions républicaines et l'éthique républicaine. Voilà. Ça ne veut pas dire se frustrer, ça veut dire avoir une éthique, une morale républicaine. Voilà. Et donc, je pense que j'ai expliqué ma vision. Si vous votez pour Le Pen ou si vous abstenez et que Le Pen passe, vous devez vous rentrer dans le crâne que la seule façon que vous aurez de vous comporter dans ce cas-là, c'est respecter ce gouvernement qui aura été élu par la population de manière républicaine et démocratique. Et vous pourrez jouer le jeu démocratique comme vous l'entendez, en votant de la manière que vous l'entendrez, mais en ne saccageant pas de manière, je dirais, absolument pas objective, hein, avec des comportements totalement subjectifs, le gouvernement, ce gouvernement. Il faut que ce gouvernement puisse travailler tranquillement. Voilà. Et donc éventuellement, si les choses vous conviennent, ben, les appuyer. Puis s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ne pas les appuyer, mais pas foutre le bordel toute la journée dans la rue et de massacrer ce gouvernement. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit plus ou moins ce que je voulais. Alors, si, encore quelques autres choses. Donc évidemment, vous avez compris ce que je veux dire, c'est que la chose ne va pas se faire à travers les appareils politiques, elle va se faire à travers le peuple, mais par capillarité, par lenteur, par débat démocratique. Voilà ce que je suis en train de faire en réponse à Romain. C'est ça qu'il faut qu'on fasse pour qu'on travaille, qu'il y ait un corps idéologique qui se crée malgré nous. Voilà, mais à notre vitesse, à la vitesse du peuple. Et pour moi, de manière, je dirais, je terminerai un petit peu sur cette note un peu humoristique. Humoristique, peut-être qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ça drôle. Mais moi, vraiment, je me retrouve comme ça dans un espace politique entre le Front National, les Insoumis, Asselineau, Dupont-Aignan, voilà, enfin, tout ça, pour moi, c'est des matières dans lesquelles je me retrouve, et je pense que c'est dans cet espace-là que les choses doivent se fabriquer lentement, se synthétiser, voilà, c'est de l'alchimie, il faut fabriquer, voilà. Et donc, je n'ai pas de proposition à faire à ce titre-là. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est ça qu'il faut faire.
Voilà, et donc, la France Insoumise, le Front National, bon voilà, enfin, ça m'a amusé parce que voilà, je faisais FN, FI, FNI, FIN, enfin bon, bref, voilà, ça fera peut-être pas rire tout le monde, moi ça me fait rire, peu importe, c'est pas grave. Je vous conseille fortement de lire sur Wikipédia. Il y a un très bon dossier sur le Front National qui explique bien, bon, et il y a des trucs un peu tendancieux, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça explique assez bien le parcours du Front National, qui est une histoire intéressante, et qui donne une bonne idée de tout le parcours qui a été fait. Oui, alors donc je précise parce que pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, donc bon, je dis je vote Front National, mais bon, je suis pas, voilà quoi, je suis pas un fan de. Bon, je dis pas ça pour me dédouaner de quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéresse dans le fait de faire cette vidéo, c'est justement d'essayer d'exposer un petit peu les choses au grand jour et de montrer que le Front National, de par la situation dans laquelle on est, peut être une option valable. Je ne suis pas en train de vendre le Front National, je m'en fous, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, on est dans un moment politique et on a des choix à faire. Voilà. Et donc, il me semble, en tout cas moi j'ai fait ce choix, qu'il est possible de penser le Front National en termes de choix. Voilà. Je ne suis pas en train de parler en termes de, je sais pas, voilà, de religion, d'appareil, enfin bon bref, on s'en. Oui, alors je suis obligé de faire un rajout en cours de route puisqu'il s'est passé un événement tout à fait nouveau qui est l'annonce que Nicolas Dupont-Aignan a faite comme quoi il ferait campagne avec Marine Le Pen et que donc ils avaient signé un accord de gouvernement ensemble et que donc ils voteraient pour elle. Voilà, donc en fait c'est une annonce très importante parce que même si Dupont-Aignan ne représente pas énormément de potentiel électoral, c'est-à-dire il représente à peu près 4,5 si je me souviens bien, ça fait quand même un bon million de personnes. Il est en fait extrêmement important stratégiquement parce que lui, c'est la porte d'entrée de toute la droite traditionnelle pour voter sur pour le Front National, pour Marine Le Pen. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et d'ailleurs, ce qu'elle disait, l'acte symbolique que Marine Le Pen a fait de démissionner de son poste de présidente du Front National pour symboliser que maintenant elle était elle se présentait comme candidate de tous les Français. Évidemment, l'idée, c'est aussi de constituer une majorité présidentielle après. Ben, c'est en train de marcher, quoi. C'est-à-dire que Dupont-Aignan, même s'il représente peu, le simple fait qu'il soit là va attirer une très grosse partie des Républicains sur Marine Le Pen. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Dupont-Aignan est considéré par tout le monde comme quelqu'un d'absolument fréquentable, voilà, qui n'a pas du tout justement le masque de l'épouvante que porte Marine Le Pen et toutes les suspicions à propos de l'éventuel manque de démocratie, de républicanisme, et qu'il est considéré comme quelqu'un de la droite patriote, mais en fait c'est quelqu'un de la droite, et d'ailleurs il vient de l'UMP. Et donc, et c'est quelqu'un qui est très apprécié en tant que personne. Et donc en fait ça il représente 4%, mais en fait à mon avis là il en représente au moins 15 quoi. C'est-à-dire que à mon avis, avec la caution de Dupont-Aignan, il y a au moins
au moins la moitié des personnes qui ont voté pour Fillon qui vont venir au Front National, au moins, si c'est pas plus. Et le plus drôle, c'est que je pense que ça va aussi avoir une grosse importance quant à une partie des voix des Insoumis, parce que eux aussi, ils vont se dire, bon, même si c'est pas ma tasse de thé à l'origine, si Dupont-Aignan, qui a une aura de quelqu'un de responsable, de confiance, quelqu'un qui sait, qui a toujours su dans l'adversité être honnête et montrer qu'il avait des convictions profondes, c'est pas un type qui se vend comme ça au plus offrant. Ça va. Les gens qui hésitent parce qu'ils ont peur que Le Pen ce soit un truc un peu, une décision de dingue, ça va les conforter et ils vont se dire bon, là ça commence à être quelque chose de sérieux. Voilà. On peut aussi rappeler qu'il y a Marie-France Garot qui vient de se rallier à Le Pen. Et ça, c'est très très important aussi. Hein. Si vous ne connaissez pas Marie-France Garot, allez voir sur Wikipédia. C'est une figure politique majeure. Bon, pour les jeunes, elle est inconnue, mais c'est une femme politique majeure. Voilà. Bon, ben, j'en ai terminé. Je voulais juste faire ce rajout. Donc, à mon avis, là, c'est encore une raison qui devrait convaincre les gens bon, qui va aider à se rallier au Front National, de mon point de vue. Voilà, donc, bon. Voilà. Alors, il faut dire, mais je m'arrêterai là en conclusion, que le mondialisme, puisqu'on ne fait que parler de ça hein, dans notre sujet, c'est en fait c'est l'exact reflet inversé ou symétrique d'un nationalisme. Hein. C'est-à-dire que quand on vient nous casser les pieds avec le Front National à ce propos-là, en fait le mondialisme est un nationalisme qui a été recyclé à l'idée d'un universalisme. Sauf que voilà, qui aurait été, voilà, qui aurait subi une inflation au niveau planétaire. Mais le mondialisme est un nationalisme, parce qu'il en a il en a exactement les mêmes défauts qui sont présentés sous des images politiquement correctes, mais en fait c'était exactement la même chose. L'idée d'une pensée unique, l'idée d'un autoritarisme justifié, hein, par nécessité absolue, puisque c'est ça le bien, l'idée d'un essentialisme, hein, qui serait donc une espèce d'universalisme humaniste, qui pourrait être atteint comme en tant que mission supérieure, nécessiterait une globalisation de l'économie et d'un modèle économique, hein, unique, bien sûr. Donc un essentialisme auquel on puiserait, d'un côté, on irait à l'essence, hein, on irait puiser d'un côté à l'essence, et qui en même temps nous désignerait une fin. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, ce qu'on met sous le terme de globalisation, c'est pas qu'une globalisation horizontale ou transversale, c'est aussi une globalisation verticale. Et donc c'est une idée totalisante. Hein, et donc de totalisante à totalitaire, il n'y a qu'un pas. Hein, et c'est ce qu'on est en train de voir se dessiner sous nos yeux. Écoutez, j'en terminerai là. J'espère que ça vous aura permis de réfléchir, peut-être de vous aider à choisir dans votre pour qui vous voterez ou comment vous voterez. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra continuer ce dialogue, je l'ai fait dans cet esprit, et puis qu'on pourra faire ce travail et puis avancer voilà, tous ensemble par le biais d'un espèce de ping-pong. Voilà.
Et puis voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment auquel vous verrez la vidéo. Et puis voilà, vive la République, vive notre pays et vive nous. Allez, ciao!